Sylvestre et surtout à Agnelé. Agnelé, nous l'avons dit, le 29 décembre, était devenu la dernière place forte de ces bandits du village, comme ils se baptisent eux-mêmes, qui ont mis à feu et à sang le district du sud Ubangui. Ils ont reçu un ultimatum depuis le 28 décembre de pouvoir déposer volontairement les armes. Ils ne l'ont pas fait, bien au contraire, ils se sont livrés à des actes de provocation contre les éléments des FRDC qui assiégeaient la ville en attaquant deux postes avancés, notamment à Vaka et à Mobambo, où ils ont même emporté une arme d'appui, un 107, qui a été récupéré bien sûr par la suite, et ceci a écourté l'ultimatum. L'assaut a été donné et Agnelé a été récupéré après une résistance assez farouche de ceux qui se sont mis à tuer, à brûler tout autour d'eux dans cette région. Est-ce que le porte-parole du gouvernement que vous êtes peut ce soir nous avancer à quelconque bilan? Le bilan humain nous sera disponible la semaine prochaine. Vous savez, ce n'est pas la porte d'à côté. Les commandants qui sont sur place doivent pouvoir acheminer leur rapport. Pour l'instant, ils sont en train de terminer un travail assez malaisé d'identification de ceux qui ont perdu la vie, d'identification de prisonniers, avant de pouvoir transmettre un rapport qui sera naturellement rendu public. Certaines méchantes langues, Monsieur le ministre, parlent de la disproportion entre les forces, c'est-à-dire les nôtres, les forces loyalistes et les insurgés. Qu'en est-il au juste? C'est devenu un discours récurrent depuis les tristes événements du Bas-Congo, où on a vu une ONG s'affairer à essayer de discréditer notre police en parlant de forces disproportionnées. En réalité, ici, il n'en est rien. Je pense que les gens se souviennent que le commandement des FRDC avait déployé sur l'ensemble de ce district un bon demi-millier d'éléments, donc 500 à peu près, et que ce n'est pas tous ces gens qui ont été envoyés sur le dernier réduit d'Agnelé, puisqu'ils devaient tenir d'autres villages qu'ils avaient libérés. Il y avait donc certainement 200 à 300 éléments de notre côté. Par contre, on a eu la surprise de constater que les bandits du village, les Zobo et Alombo, étaient plus de 600. C'était réellement une résistance désespérée, qu'ils étaient lourdement armés et que donc s'il y a disproportion, ça serait en leur faveur par rapport au FRDC. Excellence, lorsque vous parlez de lourdement armés, c'est qu'ils ils détenaient des armes sophistiquées. Lesquelles? Et aujourd'hui, Monsieur le ministre, l'opinion voudrait savoir où sont les fameux insurgés. Sont-ils toujours quelque part dans l'Équateur ou bien ils ont pris la peau d'escampette? Oh, beaucoup ont perdu la vie. Nous aurons plus de détails avec les rapports qui vont arriver. Je dois signaler que même dans les rangs de nos garçons, certains sont morts en défendant la patrie. Nous attendons donc les rapports, mais beaucoup d'insurgés, un nombre assez important, ont perdu la vie. Ils sont pour certains en fuite, des petits groupes, des tout petits groupes. Ce sont des bandits, ils sont en fuite avec une partie de l'armement. D'autres armes ont été saisies. Il y a des armes lourdes, il y a des mortiers, il y a des fusils mitrailleurs, plusieurs AK-47, des roquettes Launcha 7, des MAG, beaucoup de caisses de munitions. On a même des véhicules qu'ils ont saisis sur certaines ONG humanitaires qui se sont bien imprudemment aventurés sur la région avant que les forces armées n'y ramènent le calme. Ils utilisaient ces véhicules. On a saisi même du mazout, de l'essence, des panneaux solaires, des motopompes, tout un arsenal en tout cas. Ils voulaient se constituer en une petite force plus ou moins moderne. Monsieur le ministre, quelle lecture faites-vous du soutien de la MONUC vis-à-vis des FARDC et d'autres services de sécurité? Aussi, notre préoccupation, c'est celle de savoir ce que la population de cette contrée peut attendre du gouvernement. Et enfin, est-ce qu'il y a eu des dégâts collatéraux, monsieur le ministre? Tout d'abord, en ce qui concerne les dégâts collatéraux, je suis heureux de vous dire qu'il n'y en a pas eu. Il n'y a pas d'équipement collectif qui ait été signalé comme détruit, pas d'école détruite, pas de paroisse ou de quartiers généraux des services de l'État qui a été détruit. Quelques ponts ont été détruits par la bande à Ondjani et consorts dans leur fuite devant les FRDC. Mais je pense que le service du génie des armées est en train de reconstituer ces ponts détruits. Nous n'avons pas enregistré de pertes civiles pendant l'opération de la nuit de Saint-Sylvestre. L'opération a été chirurgicale puisqu'ils étaient concentrés sur des endroits bien spécifiques. Et je pense que ce que la population congolaise
peut attendre, du moins celle qui est dans cette partie de la République, des forces armées et des forces de police qui vont très vite arriver sur place pour occuper le terrain, c'est la sécurisation. Il faut revenir sur les villages d'origine, il faut quitter les sites de concentration des personnes déplacées, il faut quitter les camps de réfugiés au Congo-Brazzaville. L'aide devrait être disponible dans les villages, puisqu'il n'y a que dans les villages que se trouve l'avenir de ces gens. C'est là qu'ils peuvent cultiver, c'est là qu'ils peuvent se reconstruire et reconstruire leur habitat. Donc il faut qu'ils s'en remettent à leur armée qui a le devoir de les sécuriser et qui sécurise déjà ceux qui ont eu le courage de revenir dès les premiers moments de la libération. Maintenant, avec les Nations Unies, nous avons apprécié le soutien qui a été apporté à nos forces armées en termes de ravitaillement, surtout en termes de moyens de transport. Mais nous répétons ici que les FARDC ici se sont battus seuls, comme des grands, comme une armée tout à fait adulte. Nous aurions aimé que, conformément à la résolution 1906, que la MONUC mette un peu la main à la pâte, qu'elle participe au désarmement de tous ces groupes armés et qu'elle ne se limite pas seulement à surveiller nos militaires, comme nous avons entendu un officiel le dire, les FARDC se battent et nous faisons la surveillance. Je pense que s'agissant de surveillance, la RDC est suffisamment outillée pour cela. Nous avons pour surveiller nos militaires la police militaire, nous avons pour surveiller et sanctionner les dysfonctionnements dans nos forces armées la justice militaire. Donc, si la MONUC veut aider à combattre les dysfonctionnements au sein des forces armées, le chemin est tout tracé. Elle doit renforcer les capacités de la police militaire, elle doit renforcer les capacités de la justice militaire et cesser de se limiter à ce soutien critique, dévalorisant tout le temps, démontrer que les FARDC, c'est des petits diablotins et qu'eux seraient les saints. Ce n'est pas comme ça qu'on peut arriver à un résultat palpable. Une dernière préoccupation, Monsieur le ministre, c'est la situation à Goma. Les gens disent que Goma est à nouveau menacée avec l'éruption du volcan Nyamulagira. Vous êtes la voix obligée du gouvernement. Qu'en est-il au juste? Goma n'est pas menacée. Il y a eu une éruption du Nyamulagira vers 4h50 ce matin. Déjà à 6h, les autorités avaient pris les choses en main, localement, mais aussi au plan national. Nous avions commencé à donner l'information pour dire que des premières informations des volcanologues qui travaillent sur place, il n'y a pas danger pour la ville de Goma. La lave se déverse plutôt vers le parc national de Virunga, vers les environs de Tongo, et donc il n'y a pas de localité habitée qui soit menacée. En tout état de cause, les autorités provinciales de Goma, avec le soutien de nos amis de la MONUC, sont en comité de crise avec les scientifiques qui surveillent le volcan. Il y a eu pas mal de missions de survol aujourd'hui. Tout indique que les personnes ne sont pas menacées jusqu'à présent et donc les gens de Goma et des environs devraient continuer à vaquer normalement à leurs occupations habituelles. Merci, Monsieur le ministre, pour permettre au ministre